Monsieur le haut représentant, bonjour. Bonjour. D'abord, le bombardement d'un hôpital pour enfants hier à Mariupol qui a tellement frappé l'opinion. Est-ce que pour vous, c'est un crime de guerre? Sans doute. Mais il n'y a pas que cet hôpital-là. La Russie est incapable de prendre les villes. La résistance ukrainienne est très forte. Alors, elle fait comme elle a fait en Syrie ou comme elle a fait en Tchétchénie. Elle bombarde. L'armée russe est une armée d'artillerie. Alors elle bombarde d'une façon indiscriminée, parfois un hôpital, parfois un pavé de maison. Est-ce que vous craignez que ce soit aussi brutal et complet que ce qui a été fait à Alep, par exemple en Syrie? Ça a l'air. Désolé de le dire, mais ça a l'air. Ça veut dire que le risque existe que Kiev soit bombardé de manière aussi massive. Kiev résiste, Mariupol résiste. À Kiev, ils sont à 20 degrés sous zéro. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'électricité. Mais Kiev résiste. Et les Russes veulent les prendre. Alors, s'ils ne peuvent pas les prendre d'une façon en combattant, ils vont les prendre par l'usure en bombardant. On parle de possibles crimes de guerre. Le scénario, l'hypothèse qu'un jour Vladimir Poutine soit jugé à La Haye comme Slobodan Milosevic l'a été, est-ce que cette hypothèse existe? Cette hypothèse existe. Et d'après ce que nous voyons, je pense qu'il cumule beaucoup de mérites. Beaucoup de risques que cette hypothèse soit réaliste. Non, lui, il cumule beaucoup de mérites pour que ça lui arrive. Vladimir Poutine ne pourra plus revenir dans le concert des nations? Les rapports avec la Russie vont radicalement être différents après ce que c'est en train de se passer. Parce que l'histoire, ce n'est pas encore fini. On a déjà beaucoup vu, mais ce n'est pas encore fini. Donc, je pense qu'on est entré dans une nouvelle page de l'histoire de l'Europe, une nouvelle page de la géopolitique mondiale même, avec cette attitude de la Russie, cette guerre complètement injustifiée, gratuite, qui devient de plus en plus brutale et complètement inacceptable pour le monde civilisé. Le fait que la Russie ait manié la menace nucléaire, d'après vous, est-ce que c'est une rupture aussi morale? Sans doute. Et je ne peux pas les suivre dans ce chemin. Je pense que faire appel à l'arme nucléaire, c'est quelque chose que, jusqu'à maintenant, tout le monde, sauf la Corée du Nord, s'interdisait. Alors si la Russie avait joué à être la Corée du Nord de l'Europe, tant pis pour elle, mais il ne faut pas aller dans ce chemin-là. On joue avec des choses très dangereuses. L'Union européenne a pris des décisions sans précédent pour aider militairement l'Ukraine. 450 millions d'euros débloqués. Vous me disiez, on entre dans une phase très pratique où l'Union européenne fait la liste des besoins militaires de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui nous demande de quoi elle a besoin. Et nous, on demande aux États membres qui peut fournir ces équipements. Alors, les Ukrainiens ont besoin de ça. On a un clearing house, un point de centralisation des demandes et de l'offre. Des demandes et de l'offre, de façon à éviter qu'on envoie deux fois la même chose et qu'il y ait des choses, des matériels qu'on n'envoie pas. Ça veut dire, pardon, qu'en ce moment, les divers officiers des armées européennes rencontrent les Ukrainiens et leur disent, voilà, on a telle munition, tel armement. À Bruxelles, il y a un staff militaire dans mes services, dans les services du haut représentant. Nous avons un staff militaire, nous avons un amiral français, un général italien qui dirige une équipe de 200 officiers de toutes les armées européennes qui font ce travail-là, qui font le cadrage entre offre et demande. Les États membres fournissent le matériel et nous, on les paye. Actuellement, donc, il y a cette ligne de budget de 450 millions, des armes anti-chars, des munitions, quoi d'autre? Le fondamental, c'est de la munition et du combustible. Ouais. Il faut que les chars puissent rouler. Et il faut de la munition pure et simplement, mais aussi des matériels lourds. Des obus, des canons, surtout des fusils anti-chars. Comment effectuer les livraisons? J'imagine que, évidemment, les gens de l'Union européenne ne peuvent pas entrer dans le territoire ukrainien. Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est là où ça devient délicat. Oui, exactement. Ouais. L'Hongrie, par exemple, a interdit le passage par son territoire de ces livraisons d'armes. L'Hongrie a dit, moi je paye
Je participe dans l'effort d'armer l'Ukraine du point de vue financier, mais c'est trop risqué pour moi, ou je suis trop près de la Russie. Elle a interdit le passage par son territoire, même si elle participe. Mais vous comprenez que ce n'est pas une chose à raconter comme ça, comment ça se passe. Ce que vous dites de la Hongrie est révélateur de la crainte de devenir co-belligérant. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir co-belligérant? Nous, on n'est pas en guerre avec la Russie. On n'est pas en guerre avec la Russie, ni du point de vue financier, ni du point de vue militaire. Monsieur le représentant, ça c'est ce qu'on dit, mais quand on en est à livrer des armes anti-chars, de la munition, des armes pour tuer, oui, on est un peu en guerre, quoi. Non, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On ne peut pas être en guerre. On ne peut pas se permettre d'être en guerre. Est-ce qu'il faut souhaiter, d'après vous, qu'il soit renversé par les Russes? Je ne pense pas que la fin de la guerre viendra d'un soulèvement de la population russe. Le régime russe est très autoritaire. Il y a plusieurs milliers de Russes qui sont déjà en prison pour avoir manifesté dans la rue contre la guerre. Le régime est très autoritaire. Il l'a démontré. Il a les pays bien en main. Nous, on n'est pas dans le régime change. Le but, ce n'est pas de changer le régime politique russe. Le but, c'est d'arrêter la guerre. Et pour arrêter la guerre, il faut faire pression sur Poutine. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « on s'est trompé » Ça ne justifie en rien la guerre d'agression russe, mais si on regarde l'enchaînement, on s'est trompé. On a trop fait confiance aux Américains qui n'ont pas arrêté d'étendre l'OTAN, qui nous dominent en réalité, et on a aussi trompé les Russes. Écoutez, je suis prêt à reconnaître qu'on a fait des erreurs et qu'on a perdu des opportunités pour que la Russie s'approche plus à l'Occident. La capter. La capter, s'approcher plus après la fin de l'Empire soviétique. Les Russes ont beaucoup souffert, il faut comprendre ça aussi. Il y a une certaine rancune que Poutine exploite. Et il y a eu des moments où peut-être on aurait pu faire mieux. Il y a eu des moments où peut-être on a proposé des choses que puis après on n'a pas été capable de mener en pratique, comme la promesse que l'Ukraine, la Géorgie seraient partie de l'OTAN, ce qui ne s'est jamais réalisé. Ça, c'était une erreur, que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN? Je pense que c'est une erreur, faire des promesses qu'on ne peut pas accomplir.